Hello, everyone. Good afternoon. Salut, je suis Tony Sanis. J'ai le plaisir de vous souhaiter de vous présenter ce panel sur comment libérer le potentiel des femmes. Nous allons faire l'état des lieux en ce qui concerne l'inclusion financière des femmes particulièrement. Nous allons écouter les experts ainsi que des orateurs très expérimentés. Je vais appeler l'expert de Deloitte au directeur conseil risque à Deloitte. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier chacune d'entre vous pour votre présence à ce programme. Je vais parler de la libéralisation du potentiel des femmes en matière d'inclusion financière en Afrique. Pour commencer, la femme africaine a toujours joué un rôle éminent dans la vie socio-économique de toute société depuis les temps immémoriaux. Des femmes au salon, aux entrepreneurs qui gèrent des PME, PMI. La femme africaine a contribué sa partition pour avoir un impact économique sur sa communauté. Nous allons explorer les aspects liés à l'inclusion financière qui permet à la femme de réaliser son potentiel. Il y a pas mal de récits que nous avons pu piocher par-ci, par-là en Afrique en ce qui concerne l'inclusion financière des femmes. Et sur base des données disponibles jusque-là, il y a un gap en ce qui concerne l'inclusion financière des femmes en Afrique, particulièrement en ce qui concerne la recherche du FMI, ce qui a été identifié pour augmenter l'accès des femmes et l'utilisation des services financiers ont des avantages économiques et sociétals. Cette inclusion financière peut être importante pour l'économie qui choisit cette démarche. Il y a eu ici une étude qui a été menée sur la population adulte, notamment les hommes et les femmes, et l'enquête a été menée par les services financiers du Nigeria et il apparaît que le nombre de femmes qui ont actuellement des comptes bancaires tourne autour de 37%, alors que nous avons 48% des hommes qui ont des comptes bancaires. Et cela montre qu'il y a un gap à combler. À la droite de cette diapo, vous verrez que en Afrique subsaharienne, il y a également une étude qui a été menée par la base de données de l'indice global. Ça montre les femmes qui ont des comptes bancaires. En 2011 à 2017, il y a eu un changement substantiel. Le cadre de cette analyse, la solution à long terme, peut permettre d'outiller les institutions financières et financiers avec des politiques genrées, en offrant des formations avec de nouveaux partenariats dans le marché informel. La pauvreté, la discrimination et le manque de soutien institutionnel contribuent également à créer ces disparités genre pour ce qui est de financement et également le capital risque. Très rapidement, quelles sont les grandes opportunités en termes d'innovation et d'inclusion financière et ce que les investisseurs et les détenteurs de capital risque peuvent faire pour assurer la mise en œuvre des produits d'inclusion financière et des stratégies. Très rapidement, l'une des opportunités
des femmes africaines, c'est d'abord l'accès en termes de l'éligibilité aux prêts. Pour les critères de prêt, la femme africaine ne satisfait pas à ces critères. Également pour les normes sociétales. Des fois, c'est des obstacles pour les femmes. Il y a des contraintes au niveau de la société et des attentes. La femme africaine, eh bien, on lui a appris de ne pas aspirer autant, de ne pas s'affirmer financièrement et donc compétir avec les hommes. Il y a également la conception des produits. Et ceci porte sur les produits financiers qui ont été développés, qui ne ciblent pas forcément les cadres à faible ou moyen revenu. Alors, comment développer les produits financiers pour ce qui est des microfinances, micro-pensions, micro-assurances? Il faudrait qu'il y ait des produits qui soient facilement compris par les femmes et les jeunes cadres. Il faudrait développer des efforts à travers l'épargne numérique, les services de paiement et avoir une ouverture pour une plus forte sécurité financière et l'habilitation également. On doit tirer profit de la technologie. L'évolution technologique a transformé radicalement les institutions financières. Selon les bases de données mondiales Findex, la part des adultes africains en Afrique subsaharienne avec des comptes mobiles a doublé de 12% à 21%. Et ce chiffre ne cesse de s'accroître de par le monde entier. Et en termes de comptes mobiles à utiliser pour payer les factures, acheter les produits et que sais-je encore. En ce qui concerne l'investissement, il s'agit également d'un défi critique pour la femme africaine. L'orientation de profit pour les institutions financières, pour ce qui est de l'inclusion financière. Cela a un coût immédiat. Et donc, les institutions ne voudraient pas porter ces coûts. Les institutions financières doivent aller au-delà d'assumer le rôle d'institutions financières, pas seulement à but lucratif. Il faudrait prendre des initiatives pour assurer l'inclusion des femmes, l'engagement et la sensibilisation et le mentorat, et c'est également important pour l'inclusion financière pérenne. Ce n'est pas suffisant de les financer, il va falloir les maintenir. L'éducation également est l'une des opportunités que la femme africaine doit prendre en compte. Vous êtes conscient que la connaissance ouvre les opportunités. Et il faudrait qu'il y ait plus d'éducation pour les femmes à la base. Et c'est un facteur qui permet d'améliorer l'inclusion financière. Il va falloir colmater les brèches pour ce qui est de l'accès des femmes au financement, compte tenu des opportunités identifiées. Cela requiert des stratégies volontaristes et de l'investissement pour colmater ce brèche. La récompense peut être à long terme et ça va montrer forcément des résultats exponentiels. Et la réussite de cette habilitation serait la fierté des groupes d'investissement qui vont porter cette initiative. Alors très rapidement, le capital risque et les investisseurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au mieux pour combler ce gap? Il faudrait qu'il y ait davantage de recherche et d'analyse. Il y a pas mal de données sur l'inclusion féminine. On doit se focaliser davantage sur l'analyse de ces données pour donner les résultats idoines. On doit se focaliser sur des questions clés, le qui, le quoi et le comment, et cela permettra véritablement de mener ces recherches.
Les investisseurs détenteurs de capital risque doivent développer des stratégies. Il faudrait donc promouvoir l'inclusion financière des femmes. Ils doivent aller au-delà des profits. Il faut passer de la perspective de l'orientation profit à l'orientation valeur. L'impact financier n'est pas autant important que la profitabilité, les opportunités des investisseurs. Les capitalistes doivent penser à long terme. L'avantage de l'investissement dans l'inclusion financière, c'est pas seulement à court terme, c'est plutôt à long terme. Cela a des effets probants. Nous devons faire davantage sur la sensibilisation, soutenir les femmes. Et pour ce qui est de cette démarche d'inclusion financière, cela permettra aux grandes entreprises de sortir de leur zone de confort pour atteindre les cibles. En guise de conclusion, afin de promouvoir une compréhension plus efficace pour ce qui est des produits d'inclusion financière des stratégies, il est important d'être impliqué. Et donc, nous devons promouvoir des actions à but non lucratif pour soutenir l'inclusion financière des femmes en Afrique. Nous devons encore faire du chemin en ce qui concerne la collaboration, le partenariat avec ceux qui veulent porter cette initiative véritablement va nous aider. Enfin, les cibles, cela permettra de promouvoir l'inclusion des femmes en Afrique. Une fois que les politiques idoines sont adoptées et le suivi doit être efficace, cela permettra de combler les gaps que nous avons actuellement. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et je redonne la parole à la modératrice. Je vous remercie. Very much, Olasubome Oshibodu. That was an excellent presentation. Merci beaucoup, ce fut une présentation excellente. Est-ce que nous pouvons applaudir encore une fois? Alors, merci Olasubome. Nous allons maintenant passer à la discussion avec les panélistes. Je vais vous présenter les orateurs qui sont ici. Je vais les inviter dans l'ordre. Je vais commencer avec ma sœur, fondatrice et directrice générale de Chair Center, qui est une société manufacturière très connue au Nigeria, Madame Obusu Manusika. Puis nous avons M. Gregor Binkert, qui est le directeur général de BD Consulting et ancien directeur je m'avais invité Madame Valérie Nema, fondatrice et de Brazza Transaction, s'il vous plaît. Brazza Transaction. Vous attendiez que je puisse compléter la présentation. Le dernier et pas le moindre, M. Paul-Henri Etnard, qui est le DG de Ecobank Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est pour nous un plaisir de vous avoir ici comme orateur sur ce panel-là. Quand nous allons finir ce travail, un comité sera mis en place peut-être pour la résolution des problèmes. En Afrique, on discute beaucoup, tout le monde connaît bien les solutions à tous nos problèmes. Mais je crois que la question qui se pose, qui va mettre en œuvre ces solutions? Peut-être qu'à la fin de ces 2 jours, nous aurons eu un groupe de mise en œuvre, un comité de mise en œuvre. Je ne sais pas pourquoi. Je vous appelle à ce groupe, un comité. Mais vous êtes bienvenus, mesdames et messieurs. Et je vais aller droit au but pour les questions. Alors, comment pouvons-nous débloquer l'inclusion financière, les opportunités d'inclusion financière pour les femmes sur le continent africain? Quel est le rôle
des services financiers, de ces acteurs, quel est le rôle là de ceux qui sont les pourvoyeurs de capitaux et les femmes eux-mêmes et toute la communauté dans laquelle nous opérons. Nous, en tant qu'experts, vous voyez, tout le monde assis ici, c'est un leader avec assez d'expérience dans le domaine. Nous devons rappeler que c'est un défi. Nous avons appris que 37%, près de 37% de nos femmes sur le continent africain sont incluses financièrement. 1% de financements qui ont été levés récemment sur ce marché pour près de seulement 1% se sont retrouvés entre les mains des femmes. Je vais commencer avec Madame Bosumi Awushika. Vous avez une position en tant que présidente de l'une des grandes banques de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Quels sont les défis qui sont en train d'inhiber l'accès au financement des femmes et qu'est-ce que les prestataires de services financiers doivent faire pour améliorer la situation et pour atteindre le progrès accéléré parce que nous ne pourrons pas attendre les 100 et 200 ans que nous avons vus dans toutes les analyses, même pour arriver au même pied d'égalité. Merci beaucoup, Toé. Eh bien, les défis sont colossaux. Et si nous sommes sérieux de pouvoir nous embarquer à les régler, il nous faut définir un objectif clair, délibérer et investir dans ce domaine. Nous avons plusieurs barrières à surmonter, barrières culturelles. Il y a barrières de connaissances au niveau des femmes, les facteurs externes et exogènes et également la mentalité des femmes elles-mêmes. Et lorsque nous sommes honnêtes sur le fait que nous ne pourrons pas ignorer 50% de la population, 50%, il y a plus de femmes que d'hommes. Alors, nous parlons ici de plus de 50% de femmes de la population du continent africain qui sont des femmes. Alors, en tant que femmes dans le domaine des affaires, c'est un domaine dans lequel nous voulons investir, même si elles ne sont pas préparées de la manière dont nous voulons. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant qu'hommes d'affaires? Vous avez votre propre secteur de marché. Vous investissez dans l'éducation pour briser ces barrières qui constituent un défi. Une fois que cela est fait, en tant que président de FirstBank, une des premières choses que j'ai eu à faire quand j'ai pris fonction était une jeune femme qui avait commencé dans cette activité avant 26 ans. J'ai passé 35 ans en tant qu'entrepreneur. Alors, je connais le parcours qui constitue l'objet de notre discussion. 125 ans de vie de notre institution financière, les femmes n'étaient pas à des postes à responsabilité essentielle. Je me suis dit, ça doit être mon cheval de bataille. La première des choses, c'est de passer une année à travailler avec l'équipe de produits partout où j'allais. Je les amenais avec moi pour écouter les femmes. Également, créer des questionnaires pour poser des questions spécifiques aux femmes qui puissent nous donner des résultats et l'information qui était nécessaire pour définir des lignes de produits ciblant spécifiquement les femmes et investir dans la sensibilisation des femmes à générer leur propre richesse, leur enseigner sur la question des finances et leur définir un objectif à atteindre. La première année, nous avons un investissement minime. Les femmes qui ont mis 120 millions de dollars juste à sensibilisation, mais rien n'a été fait. C'est juste au Nigeria. Alors, quand vous investissez, vous êtes délibéré avec un objectif intentionnel. Vous voyez la sérieuxité des femmes, les actifs qu'elles sont. Vous aurez les résultats. Merci beaucoup, Madame Awushika. Vous avez dit que nous devons être délibérés, définir de manière intentionnelle notre objectif, très important. Il faut, investir l'argent là où nous avons la bouche, comme vous l'avez si bien dit. Alors, cela nous ramène sur le point qui a été soulevé par les experts. Et l'un des points soulevés, c'était les opportunités. C'est comment créer des produits. Nous devons créer des produits qui vont aider à régler ces potentialités non exploitées du marché. Merci encore une fois, Madame Awushika. Je vais directement à Monsieur Gregor Blinken. Je vais demander, Gregory, vous avez passé un temps essentiel de votre vie professionnelle à travailler pour la Banque mondiale. Selon vous, quel est le rôle des institutions multilatérales
à pouvoir eh bien, débloquer ce secteur. Qu'est-ce que serait votre recommandation? Merci beaucoup, Madame Toïsani. Et également, oui, j'ai passé 18 ans à la Banque mondiale. Les institutions multilatérales, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ils ont un rôle important en matière de recherche. Je crois que les recherches de base, sont financées. Les petites banques n'ont pas de ressources pour de telles recherches, de telle envergure. C'est important que ce soit le rôle des femmes dans le secteur économique, également dans le secteur financier. Il y a assez de chiffres qui sont générés par ces institutions. Ils ont des programmes spécifiques, par exemple la SFI. Ils ont un certain nombre de programmes qui ciblent les femmes. Ils ont annoncé avec beaucoup de fierté qu'ils ont investi près de 3 milliards de dollars. Mais leur propre recherche montre que, eh bien, l'écart, c'est 300 millions de dollars par an. Alors les 3 millions de dollars qu'ils ont investis sur plusieurs années, ça ne fait même pas 1% de ce déficit. Donc nous devons être réalistes. Ils ne peuvent pas régler le problème eux-mêmes, seuls. C'est une petite contribution, c'est très bien. Ils ont de bons programmes pour montrer les résultats, mais les résultats sont très infimes. Nous devons trouver d'autres mécanismes de comment mettre cela à échelle et rendre cela de manière plus significative. Et créer des alliances pour ce faire. Cela doit aller au-delà des banques. Mais c'est la recherche qu'il faut. Ils sont excellents dans ce domaine, mais c'est de manière limitée. Merci beaucoup, encore une fois, investir davantage. Ils viennent juste de débloquer une infime partie. Alors, il y a un rôle essentiel à jouer et nous avons apprécié l'intention, mais il faudrait que cela soit mis à échelle. Je veux dire, les interventions. Nous avons pris bonne note. Alors, je vais passer à Valérie. Valérie, vous avez travaillé pendant longtemps comme consultante dans le monde des finances et les capital risque. Quel est le rôle que le capital risque peut jouer? Comment est-ce que le capital risque peut soutenir les femmes africaines, vos fonds et vos investisseurs? Qu'est-ce qu'ils peuvent mieux faire pour pouvoir combler ce déficit de financement en matière de genre? Merci beaucoup. J'aimerais dire que c'est pour moi un privilège d'être ici avec Madame Mbokungre et tous ceux qui sont ici. Je ne suis pas censé le dire, mais c'est pour moi un privilège. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Alors, cela montre combien ils sont en train de faire un travail excellent et la génération suivante va prendre la relève. Merci, Madame Toy. Merci aux hommes également. Alors, pour revenir à votre question, alors, c'est une question qui m'est très chère et ce, pour plusieurs raisons. Je vois ici une opportunité gâchée. Opportunité gâchée, nous voyons les chiffres qui sont donnés par Ola. Madame Oboku également a relevé certains de ces chiffres. 50% de la population mondiale, composée de femmes, 50% du continent. La population du continent, 50% constituée de femmes. Alors, nous parlons de 50% d'opportunités que nous avons gâchées dans tout secteur donné. Mais avant même d'investir dans un projet de recherche pour voir que pour nous faire, pour générer de l'argent, nous devons investir dans les femmes. Tout ce que les femmes peuvent faire constitue en soi un marché de niche. La raison pour laquelle j'ai travaillé avec WFC, les femmes qui œuvrent pour le changement, parce que j'ai senti que nous, en tant que femmes, il faudrait que nous puissions démontrer que c'est possible. L'argent n'est pas le problème. Est-ce que vous êtes prêtes à bénéficier des financements? 37%, on avait dit un peu plus tôt, 37% de femmes n'ont jamais fait une demande de prêt. 37% de femmes n'ont jamais fait une demande de prêt. Ils ont un compte bancaire, mais ils n'ont jamais fait une demande de prêt. Je ne sais pas si Paul Harris serait d'accord avec moi sur cette question au niveau de EcoBank. Pour moi, cela, vraiment, c'est très grave. Et je ne peux même dormir parce que je réfléchis à cette question. Je pense à la pauvreté, c'est quoi? C'est l'ignorance, c'est le manque d'information. Quand j'examine les chiffres, et nous avons 2,2 millions de fonds de capital risque investis chaque année sur le continent africain, de 2,2 milliards plutôt de dollars. Nous avons seulement 1% seulement qui atterrit entre les mains des femmes. Mais c'est ridicule. Que faisons-nous?
que pensons, ça dit que tous les entrepreneurs, les femmes que nous avons sur le continent africain, sachant que 72% de l'économie du continent africain est portée par les femmes, comment est-ce que ces mêmes femmes ne peuvent pas aller faire des demandes de financement de choses soit on les a fait croire qu'elles ne peuvent pas réussir, ce qui est vrai, parce que les statistiques encore une fois ont prouvé que la Bank of America, que 52% des femmes, 52% des femmes croient que les femmes peuvent mieux diriger les entreprises qu'elles-mêmes. C'est choqué. Mais pourquoi? Ben, il y a des préjugés culturels là. Oui, en effet, nous parlons en Afrique, mais il faudrait que nous puissions nous arrêter quelque part. Oui, parler, mais il faudrait que nous puissions, les gens vont comprendre que eux aussi, ils peuvent y arriver, ils peuvent parvenir. Vous-même, Madame Toi, Madame beaucoup, les femmes peuvent voir que, en effet, il y a des femmes qui ont réussi et de telles histoires sont là, pas seulement au niveau de microfinance ou des finances, mais elles aussi, elles appartiennent à la famille de capital risque. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup. Nous avons pris bonne note de ces points parce que lorsque vous comparez 1%, 50%, alors vous voyez que la différence est si grande. Maintenant, pour Larry, vous êtes le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir quelle l'institution financière comme la vôtre, que faites-vous pour pouvoir combler ce déficit? Même commencez par l'ouverture des comptes. Ne serait que ça. Merci beaucoup. Il y a des faits que vous avez relevés quand vous allez que vous allez constater quand vous allez sur le terrain. Fondamentalement, ces faits sont les femmes sont réellement des entrepreneurs en Afrique. Quand vous allez sur le terrain et vous allez à la place du marché, ce que vous voyez, c'est des femmes qui sont en train de s'engager dans les activités entrepreneuriales. Il faut commencer par là. Et nous sommes dit, comment est-ce que nous pouvons aider ces femmes pour nous assurer qu'elles puissent connaître une croissance et également faire des pas de géant. Et la meilleure manière de procéder, c'est de les équiper. Les équiper avec des choses. La première des choses, c'est l'éducation. Nous avons la littératie financière. Elles doivent comprendre qu'elle est 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 2. Elles doivent savoir cela. L'épargne, ça veut dire quoi? Elles doivent comprendre cela afin de pouvoir investir. Il faut commencer par les former, il faut commencer par les éduquer, l'éducation financière. Alors, si nous le faisons ici, nous avons bien, les fondamentaux qui sont en place. Et la seconde chose à faire, après cela, c'est de pouvoir les préparer pour l'avenir. Et que vous les aimez ou non, l'avenir, c'est la numérisation. L'avenir, c'est la technologie. Il y a cela 20 ans, lorsque vous vendez de la banane, le seul lieu de vente c'est votre quartier où vous vendez aujourd'hui, c'est votre zone. Aujourd'hui, vous pouvez vendre la banane depuis votre maison, pas seulement dans votre pays, dans votre secteur, mais à Hong Kong. Donc, il faut utiliser la digitalisation. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire au niveau de EcoBank. Comment est-ce que nous pouvons fournir des équipements numériques et des solutions numériques? Comment est-ce que nous pouvons fournir les outils qui peuvent aider ces femmes à avoir accès au marché, des marchés qu'elles pensent elles ne pourront jamais y avoir accès. Donc, je crois que si vous faites ces deux choses, alors de manière claire et évidente, nous allons faire l'information, la richesse de l'information, ce que nous allons faire en tant que pays, en tant que continent, comment est-ce que nous pouvons générer de la recherche, comment créer de la richesse si nous faisons ces choses. Et si nous faisons la promotion de ces femmes, je crois que nous allons y gagner. Merci beaucoup Paul Henry. Vous avez dit que nous devons les équiper. Vous avez dit ça, pas seulement avec l'éducation sur tout ce qu'il y a comme littératie financière, la technologie numérique, l'information et les exposer également afin qu'elles puissent bien agrandir leurs activités et aller au-delà du marché local. Je vais peut-être vous poser une autre question. Vous allez me donner quelques exemples spécifiques avec lesquels votre institution a eu à faire quelques projets que vous avez exécutés en tant qu'institution bancaire. Alors, Madame Awoshiga, je suis à vous encore une fois. Vous avez financé une
société de manufacture, une société manufacturière avait 6 ans, qui est devenue un acteur majeur aujourd'hui sur le marché. Alors, j'aimerais savoir quels sont les obstacles, quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face en termes de financement de votre rêve. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui empêche plusieurs femmes comme vous à sortir de la fille? Et comment est-ce que nous pouvons régler ce problème? Nous ne sommes pas juste un panel. Là. On avait dit que nous sommes un comité qui vous souviennent qu'on a dit ça au départ. N'oubliez pas cela. Alors, devons-nous retourner à 35 ans? Je ne pense pas. Certaines banques ne pouvaient même pas me donner le formulaire d'ouverture de compte parce que j'étais jeune et je n'étais pas la cible de ces banques. Et ils veulent des facilités qui étaient disponibles. Grâce au changement, il y a beaucoup de choses. Il y a la microfinance. Alors, ça m'a permis d'avoir l'argent de microfinance qui est très cher en matière de taux, mais c'est ce qui était disponible pour pouvoir commencer par réaliser ma vision. Actuellement, la question qui se pose, c'est que nous avons l'énergie d'entrepreneuriat que nous avons à profusion sur le continent africain n'a pas de distinction de genre. Les hommes et les femmes et les filles sont devant la scène. Comment devons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut les éduquer à comprendre les calculs, les chiffres, les systèmes financiers, savoir comment est-ce que l'argent fonctionne. Mais au-delà de toute chose, comment est-ce qu'ils peuvent avoir ce qu'elles veulent et comment est-ce qu'elles peuvent avoir une structure pour devenir attractif aux banques et profiter des opportunités. Je suis au conseil de Lithia IDF et c'est la seule, un fonds de prise de participation privée dirigé par les femmes. Et c'est étonnant ce que nous voyons de nord au sud, de l'est à l'ouest de ce continent en termes des femmes qui sont en train de bâtir, en train de construire des entreprises avec des injections d'un capital minimum 1 million, 2 millions de dollars. Mais nous voyons la croissance qui est époustouflante en termes de ce que les femmes peuvent faire. Mais nous avons besoin d'enseigner aux filles dès le départ à pouvoir mettre en place les structures qui peuvent les amener à bénéficier des prêts. J'ai commencé à 26, 27, 28 ans. Et quand les propriétés de la banque, les actifs sont dans le nom du mari. Donc la femme utilisait les fonds qu'il y a dans le nom de sa femme pour pouvoir faire face aux garanties des institutions financières sur le continent. Donc elle n'était pas qualifiée pour le faire. Donc on a besoin de réfléchir sur le modèle à suivre. C'est pour cela qu'on doit voir les produits qui aident les femmes. Parce que les recherches montrent que les femmes sont les meilleures personnes à avoir du crédit, les meilleurs créditeurs. Parce que les femmes vont tout faire pour pouvoir rembourser. Et il y a plusieurs structures qui permettent que les femmes peuvent rembourser. Mais je vois catégoriquement, se basant sur les records de performance depuis le travail que nous faisons, les femmes en Afrique sont magnifiques en matière de leur réalisation. Et quand on leur donne l'opportunité, on reste avec elles. La manière dont ces femmes avancent vous dit clairement que ce qui manque, le chaînon manquant, c'est la croissance des femmes. Donc si on continue à mettre l'argent derrière les mêmes personnes qui prennent les prêts de toutes les banques sur le continent, on va croître et on va faire ce qu'il faut faire. Merci Madame Awoshika et honnêtement, je peux confirmer tout ce que vous avez eu à dire. Vous savez, la question de l'Afrique en émergence, vous savez qu'on est focalisé sur le genre, sur les femmes et jusqu'à présent, on a enregistré 0 défaillante pour ce qui est des femmes qui ont réussi à bien travailler, à avoir une performance positive. Alors pourquoi est-ce que les gens vont préférer mettre l'argent derrière un segment du marché qui est toujours ouvert, où la plupart des acteurs ne sont pas là, et là où les risques sont plus faibles? En tout cas, on arrivera là-bas. Maintenant, à vous, Greg. Et évidemment, c'est un problème qui ne peut pas être résolu par les femmes seules ou les opératrices seules. Donc maintenant, c'est quel est le rôle des décideurs? Qu'est-ce que les décideurs
devrait faire, les décisions pratiques. Donc je prends à témoin le directeur de la Banque mondiale. Vous avez eu affaire avec le gouvernement, les décideurs, etc. Qu'est-ce que les décideurs doivent faire à ce niveau? Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter un petit point? Quand j'ai vu ce que les recherches disent, il y avait une recherche de IFC avec une grande banque de la Pakistan. C'est qu'on essaie de former les directeurs des banques et ainsi on peut faire une comparaison entre les agences où les directeurs étaient formés et les agences où ils n'étaient pas formés. Alors, dans les agences où ils étaient formés, il y avait il y a 10% de dépôts venant des femmes, pas que des femmes. Ça veut dire que même les directeurs de banque ont besoin de formation, être informés sur les produits, qu'il y a aussi une sensibilisation. L'exercice dont vous avez parlé, vous avez discuté avec les femmes, faire le designing du projet, c'est très important pour le secteur financier lui-même, pas seulement les femmes qui pourraient avoir des prêts ou déposer de l'argent. Donc ça commence par là et c'est très important. Maintenant, pour ce qui est des décideurs, c'est clair que la politique est très importante parce que le gouvernement et les banques centrales ont un rôle clé à jouer dans ce type de régulation. Ce que je crois être un grand défi, c'est que on oublie souvent le secteur informel et si on ne réussit pas à mettre ensemble le secteur formel et le secteur informel en matière bancaire, ce sera encore très faible. Et au moins, il y a de nouvelles opportunités, il y a les nouvelles technologies, les fintech. Au Kenya, il y a 20 ans de cela, ils ont commencé à réfléchir avec le mobile money, avec la technologie comme opportunité. Mais également, ce matin, on a également échangé sur les nouvelles exigences en matière de KYC, connaître son client et AML, qui est la législation de lutte contre le blanchiment d'argent. Et il y a ces facteurs compliqués. Et ce matin, le directeur de Equity Bank a dit que les banques doivent travailler avec la Banque centrale, avec les décideurs pour pouvoir trouver les régulations appropriées ou les réglementations appropriées. Donc, la question de savoir comment faire face au secteur informel et aider le secteur informel, et par définition, cela inclut les femmes, si vous savez comment le faire. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, et vous avez parfaitement raison. Et si je peux dire quelque chose par rapport à ce qui a été fait au Nigeria à un niveau, il y avait la commission qui devait se mettre d'accord avec le marché et venir avec des exigences différentes de KYC pour ce qui est des financements mutuels, parce qu'il y a des fonds mutuels comme Milneira qui attaquent les vendeurs au détail, qui s'occupent des gens qui sont au niveau le plus bas. Et on avait besoin de simplifier le processus d'entrée dans le système. Et également, pour ce qui est de la perspective risque, vous devez reconnaître que les difficultés de KML, c'est très bas. Et vous devez savoir qu'on doit être flexible. Les désirs doivent être flexibles et innovants. Ceci va leur permettre de pouvoir répondre aux besoins du secteur informel. Également, il y a l'exemple du secteur informel. Je vais encore donner l'exemple de l'Afrique de l'Est, c'est le Big Data. Donc la nouvelle technologie et le Big Data. Et ça va permettre d'évaluer le risque de crédit d'un individu en se basant sur le comportement. Donc, on prend le nom de l'homme, de l'épouse, du père, etc. On prend le comportement financier pour pouvoir faire une comparaison des données et ce sera très pertinent pour tout un chacun. Et également, il y aura des questions de réglementation qu'on doit résoudre. Mais il y a beaucoup d'opportunités dans ces nouvelles technologies. Et évidemment, avec l'approche Big Data. Merci Greg. Alors à vous Valérie. Je vais vous demander ceci. Quelles sont les étapes pratiques ou les décisions pratiques qu'on doit prendre pour avoir accès à l'investissement, au produit des investissements des femmes? Merci une fois encore. Permettez-moi de revenir sur un sujet pour ce qui est de la garantie des femmes.
Je suis à la tête d'une entreprise familiale il y a plus de 10 ans et une des choses qui m'avait frappé au début, c'est le fait que les femmes doivent impliquer leur mari afin d'avoir un prêt. Or, les hommes n'ont pas besoin d'impliquer leurs femmes avant d'avoir des prêts. C'est deux histoires. Donc, que ce soit une politique camerounaise ou pas, je disais de changer les choses. Si une femme vient et a besoin d'un prêt, je ne vais pas demander l'approbation de son mari. C'est un risque. Mais ça nous a permis de pouvoir octroyer beaucoup de prêts et il y avait zéro défaillant pour ce qui est des femmes. Maintenant, pour revenir sur la question que tu as posée à Greg, ce que le gouvernement peut faire, je crois que les politiques sont très importantes. Parce que c'est des politiques qui donnent une structure au marché. Et pour répondre à la question, ce qui peut être fait, j'aime cette histoire. À chaque fois que je prends la parole, je partage cela avec mon auditoire. Le bassin du Congo aujourd'hui, pour moi, c'est une opportunité pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes la deuxième plus grande forêt du monde après la forêt de l'Amazonie. La deuxième plus grande, c'est le bassin du Congo. Après la COP27, tous les présidents sont rentrés. On n'a rien entendu de ces présidents. Quels sont les produits, les services que vous nous ramenez sur le continent? Il y a un financement vert partout, cependant. Partout. Vous allez dans les pays scandinaves, il y a des produits verts disponibles pour les femmes, pour tout un chacun étant disponible. On a parlé du solaire, de l'éolienne, de l'hydraulique, et encore et encore. La surprise, c'est que le bassin du Congo est la plus grande ressource hydraulique en matière de rivières, de fleuves, etc. Greg est là, il m'en est témoin. Alors, comment est-ce que, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas devant en matière de financement vert? Cela me trouble, ça me chagrine. On veut être passif à chaque fois, on veut que le monde avance et on suit la tendance. Quand on a l'opportunité d'être en tête de gondole pour ces fausses opportunités, on ne le fait pas. Greg a toujours dit que pour toute économie de croître, on a besoin de capital, on a besoin de fonds, on a besoin d'infrastructures. Pour l'infrastructure, on a besoin de capital et pour le capital ou des fonds, vous devez vous positionner vous-même. Ça n'a même rien à voir avec vos ressources, c'est à voir avec votre état d'esprit. Je me rappelle, quand j'étais encore jeune, je me rappelle que le Cameroun a envoyé de l'argent à la Malaisie pour aider la Malaisie. Et aujourd'hui, quand je voyage pour aller à la Malaisie et au Vietnam, je me demande, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce une malédiction? Je ne comprends pas. C'est quoi le souci? Comment on peut aider un pays comme la Malaisie et le Vietnam et 20 ans plus tard, ils sont des pays à l'affiche en Asie? Je crois que c'est une question de mentalité. Ils ont voulu faire la différence et ils ont réussi. Merci beaucoup Valérie. Je vous ai interrompu de manière délibérée parce que je ne voulais pas qu'on aille sur ce sujet. Je crois que le Nigeria a entendu l'histoire de la Malaisie et Mme Awashika en est témoin. Donc tout le monde ici, on connaît cela. Mais ce que je vous ai entendu dire, premièrement, c'est que on a besoin de voir qu'on a des phénomènes qui nous donnent des avantages en matière de compétitivité, comme nos forêts, on a des terres vertes, et on doit être innovant et créatif. Merci pour vos contributions. Également, parlons de l'investissement des femmes. Ça revient encore à ce que tout le monde a dit, comme Mme Awashika et même notre oratrice principale pour ce qui est du produit et de l'innovation. Je sais avec conviction que nous ne sommes pas en train de dire notre histoire, d'en parler assez. Les femmes sont à la tête des entreprises et les femmes dirigent les fonds. J'ai eu le privilège de présenter le premier fonds des femmes coté à la bourse nigériane. Et récemment, j'ai encore présenté un autre fonds qui est approuvé par des institutions financières. Donc,
on est en train de raconter l'histoire, comment ça doit être fait et avec qui on doit partager cela, comment inclure les femmes et comment est-ce qu'on va avoir plus de femmes dans ce spectre. Alors, je vais revenir à vous, Monsieur Paul-Harry, et je crois que ma deuxième question va nous éclairer encore plus. Alors, je vous donne ainsi l'opportunité de vous vendre vous-même. Quels sont les produits bancables que les femmes utilisent le plus? Qu'est-ce que vous allez dire pour pouvoir inclure les femmes en matière financière? De votre expérience, qu'est-ce que les femmes ont l'habitude de faire et comment on va en tirer profit pour amener les femmes? Merci. En passant, j'aime ce que vous avez dit pour ce qui est du financement vert et je crois qu'on doit faire quelque chose par rapport à la question. Mais non, la manière dont on veut approcher cela au niveau des cobanques, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons compris clairement que si on résout le problème d'alphabétisation financière, ça va nous permettre d'avancer et d'avoir accès aux finances. On a un programme appelé Elevate et la base du programme, c'est que on vous donne le financement et avant de l'avoir, on va vous former et on va vous introduire à la numérisation. Vous allez avoir le financement, mais vous avez besoin d'être formé et d'être familier à la numérisation. Donc, on a décidé de consacrer cela à 350 000 femmes qui ont des entreprises. En Côte d'Ivoire, on a lancé un programme similaire. On a mis cela en place d'une certaine manière qui fait qu'on développe des partenariats avec différentes entités dans le pays. Parce qu'on savait que si on veut avoir accès, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Donc on a besoin de partenariats. Et pour ce qui est de la formation, on a eu des financements avec une entreprise appelée Safis. Et ce qu'ils font, c'est que chaque année, ils rassemblent 1000 entrepreneurs, femmes entrepreneurs, bien sûr, et ils vont les former. De ces femmes, il y aura des centaines qui nous seront proposées, qui viendront, qui feront des présentations et après, on va les soutenir. Ces affaires, on va leur donner des produits numériques, on va leur donner de la formation et on essaie de les supporter ou de les soutenir. Ça, c'est à la base de la pyramide. La prochaine chose à faire, parce que parfois c'est une erreur quand on parle de l'autonomisation des femmes, on parle toujours du fait que les femmes soient à la base de la pyramide, mais en réalité, même quand vous partez au port, on a le même problème, n'est-ce pas? Alors, on a mis en place un partenariat avec une école de gestion à Paris et à Londres, et le but, c'est d'équiper les femmes avec les MBA. Donc, c'est des affaires qui sont solides, qui ont des records, qui ont une bonne alphabétisation financière, qui sont des moyennes entreprises, mais qui veulent aller au prochain niveau. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des MBA et elles sont plus fortes, plus grandes et ont du succès. On l'a fait l'année passée. On a financé des MBA avec des IFD. Et je crois que c'était 12 entreprises de femmes et le plan continue d'avancer sur cet élan. Maintenant, la question du financement n'est pas juste une question de dette, c'est pas juste un problème de dette. Alors, quand vous parlez du type de produit que les femmes recherchent, ce n'est pas une question de prêt uniquement. Quand vous réfléchissez bien, je suis un banquier, mais je n'aime pas cela. J'aime quand on parle de prise de participation. Quand on pense à cela, on voit qu'on leur donne des prêts, mais en réalité, vous n'êtes pas en train de mettre sur pied des entreprises qui deviendront demain la prochaine EcoBank, le prochain champion panafricain, en leur donnant des prêts. Ce qu'il faut faire, c'est comment faire le designing des produits. Et ce qu'il faut savoir, c'est comment promouvoir les capitaux risques et également comment soutenir les entreprises de ces femmes. Je crois que c'est des questions à prendre en compte. Merci beaucoup, Paul-Harry. Je vous remercie.
Je vous avais entendu dire que vous avez placé de l'argent là où il fallait le faire, vous avez formé les femmes et sur la chaîne de valeur, vous les avez soutenues avec la bonne éducation et des produits numériques. Eh bien, la nécessité de capital à long terme et on doit faire preuve de patience et ça permet de mettre à échelle leurs activités. Au-delà donc des prêts et des crédits, on doit aborder la question de fonds propres. Ceci est au cœur de ce que nous faisons. Vous êtes l'un des visages les plus reconnus. J'ai été toujours avec vous. Vous les dirigez, vous les coachez, vous les inspirez. Alors, je parle du Nigeria. Je me demande que c'est la même chose partout en Afrique. C'est des jeunes filles très brillantes et ne veulent pas d'emploi. Ils veulent avoir leurs propres entreprises. Ils le font sur Instagram pour la plupart. Il y en a qui ont du boulot dans la journée et à leur temps perdu, on les appelle les chevaux d'à côté, le side hustle. Comment mettre à échelle ces side hustles et faire en sorte qu'elles deviennent des directrices de leur entreprise. Je pense que le fait que ce soit une activité à côté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infrastructure pour la mise à échelle. Il n'y a pas cette institution qui a cette vision, ce rêve pour créer quelque chose et pour la mise à échelle. Et plutôt que de faire du travail et faire rapport à quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait des infrastructures d'opportunité, un système qui leur permet d'avoir le soutien qu'il faut pour diriger ces entreprises. J'ai eu à travailler beaucoup de jeunes structurellement. Il y en a plein dans cette salle. Je me demande combien de personnes se sont inscrites à cette conférence. Je suis embarrassé. Nous parlons d'un 50 et plus % de proposition de la population et il y a très peu qui croient en ce que nous disons. Donc, ce n'est pas spécifique à toutes les conférences, les questions des femmes sera sous-estimé. Cela n'a pas de sens pour moi. Les opportunités qui s'offrent à nous. Ces filles sont intelligentes, ils ont des solutions innovantes, elles veulent créer. Elles ne parlent même plus de leur sexe, ils veulent compétir. Lorsque vous allez à l'école, vous demandez l'Ecobank au début, lorsque vous les employez, eh bien, elles compétissent avec les hommes. Ils ont l'emploi jusqu'à un niveau moyen, même au niveau de la direction, compte tenu des structures systémiques. Qu'est-ce que nous voulons faire? Offrir les infrastructures qui les donnent des opportunités de prendre le risque, de quitter l'emploi et donc de mettre tout leur dévolu dans le travail. Ils vont innover et solutionner les problèmes. Comment est-ce que vous créez de l'emploi? Vous devez créer les entreprises. Comment? Vous créez les entrepreneurs. Chaque fille qui a la capacité de créer quelque chose doit avoir des ressources. Eh bien, risquer. Les banques peuvent décider 5% de notre profit après impôt. On leur donne comme fonds propres pour démarrer une entreprise. Jubi, c'est ce qu'ils font. Allez voir les personnes qui sont financées, parce que tout le monde est obligé d'aller à UBA. Certains vont perdre. Imaginez si chaque banque sur le continent ont décidé de faire cela. Eh bien, tous ceux qui ont ce rêve auront de l'argent. Je ne pense pas que le monde pourrait compétir avec nous. Super, ce qui est fait par cette fondation. Je reviens à la question que j'ai posée à Greg tantôt. Il y a beaucoup d'institutions multilatérales qui se sont joints à ce programme et ils injectent de l'argent. Nous avons besoin des multilatérales pour injecter de l'argent dans toutes ces opportunités.
Merci beaucoup. Eh bien, il est temps de prendre des questions de la salle. Toutes mes excuses. On voulait encore faire un tour, vous poser des questions, mais nous voulons prendre des questions des participants, participantes. Est-ce que vous avez des questions pour ce panel? Si oui, levez la main. Oui, je vois le monsieur au fond. Une question. Présentez-vous. Vous avez 1 minute. Vous avez une question à poser. Merci. Mike. J'ai suivi aussi le précédent exposé, qui était presque un peu semblable, puisqu'il s'agissait des MPE, les micro, petites et moyennes entreprises. Et il s'agit de l'inclusion financière aux femmes. J'ai dit, en tant qu'un acteur, excusez-moi de me présenter, je suis Yombo Danou, le directeur général de la CECA, la coopérative d'épargne et de crédit des artisans au Togo, à Lomé. Bien, ma préoccupation, c'est, durant tous ces débats, il n'y a pas un accent qui est mis au secteur qui connaît mieux la finance inclusive, partant les micro, petites et moyennes entreprises. J'ai aimé le témoignage de madame qui dit, il y a 30 ans, combien d'années, quand elle voulait obtenir le petit crédit, c'était dans une institution de microfinance. Et juste après, elle a commencé par grandir. Moi, ça nous interpelle, on doit tirer des leçons pour voir quels sont les éléments, quels sont les facteurs déterminants à aller à la promotion de la finance inclusive partant des micro, petites et moyennes entreprises. Pour ma part, je crois qu'il y a 3. L'éducation financière, je crois qu'un des orateurs en a bien dit. L'inclusion financière, l'éducation financière plutôt, adaptée au groupe que nous voudrions quand même promouvoir. Et de l'autre côté, c'est la meilleure articulation entre les acteurs de la banque, assurance et les institutions de microfinance. Le troisième élément, c'est que les États soient garants afin de booster ce concept d'inclusion financière et afin d'accroître aussi l'économie des MPE en général. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, monsieur. I'm going to ask Mr. Paul Harry to respond on behalf. Monsieur Paul Harry, je voudrais que vous répondiez. En fait, ce n'était pas des questions, hein? Certainement. Mais ce n'était pas une question, mais écoutez. D'éléments. Je peux vous rassurer, monsieur, que en réalité, les 3 éléments dont vous avez parlé, qui sont l'éducation financière, les garanties qui sont données par les États, et puis une collaboration entre les microfinances et les assurances, en réalité, ce sont des choses qui existent déjà. Donc l'éducation financière, on en a parlé, il faut évidemment un effort massif dans l'éducation financière. La collaboration entre les microfinances et les assureurs, mon point de vue, c'est qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est plutôt créer ce que j'aime bien appeler une chaîne du financement. Et dans cette chaîne du financement, il faut qu'on retrouve les opérateurs de télécom, les microfinances, les banques, les assureurs, tous les acteurs qui peuvent participer à apporter la finance aux populations les plus reculées. Il faut qu'on retrouve ces acteurs-là. Les systèmes de garantie, oui, mais ils ne peuvent pas être donnés uniquement par les États. Nos États n'ont pas des finances qui sont des finances extensibles. Donc il faut aussi utiliser, et c'est ce qui est utilisé aujourd'hui par les banques, il faut aussi utiliser les systèmes de garantie de portefeuille offerts par les DFIs. Et aujourd'hui, il y a une multitude de DFIs qui permettent d'apporter ce genre de système. Donc oui,
aux éléments que vous avez apportés, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin et ce sont des éléments qui existent encore aujourd'hui. Et je suis d'accord avec votre point, qui est un point important. C'est vrai qu'il faut que le système soit le plus décentralisé possible et le plus proche possible des communautés. Merci. J'ai donné une réponse à une question qui n'existait pas, mais bon, j'espère que ça arrive. Thank you so much. I would like to give a minute each to the other two members of the panel who didn't get a third question to answer. Just 1 minute each, and then we'll round up and we can go. So I'll start with you, Valerie. You don't have any, it's just the two of them. Merci. You've used yours for the No question. to answer the question. Allô? Alors, je voudrais peut-être inviter tous les acteurs simplement à vraiment mettre un accent. Monsieur, c'est un très bon point parce que c'est un moyen qui avait marché au Gabon, où je travaillais et vivais à l'époque, où le gouvernement gabonais avait mis un fonds de garantie qui aidait justement les banques et les microfinances dans l'accompagnement des SMEs. Ça avait marché à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas pour cette région, mais en tout cas au Gabon, ça avait marché, donc c'est un modèle qui pourrait être répliqué ailleurs. Alors pour le mot de fin, je dirais qu'effectivement il y a des secteurs porteurs aujourd'hui et l'Afrique devrait profiter sur tout ce qui est fintech, sur tout ce qui est digital, sur tout ce qui est new technologies, même crypto, qui ne demandent pas nécessairement des infrastructures que nous n'avons pas, mais qui demandent juste j'ai envie de dire, de la nouvelle technologie. On devrait peut-être saisir cette opportunité-là pour être pour une fois leader et non suiveur. Merci. Thank you, Valerie. Greg, you have a minute. Just some final words on the topic. No, thank you very much. Maybe a slightly different approach. Peut-être une approche un tout petit peu différente. Il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés de la question liée à la mentalité. Et je vais faire un commentaire provocateur. Alors, vous avez vu la publication des 300 leaders dans le secteur financier en Afrique. La page de couverture, il n'y a pas une seule femme sur la page de couverture de Jeune Afrique de ce mois. Même là, à Paris, ou que ce soit, il faut changer les mentalités. C'est ça ce qui est essentiel, à mon sens. Je n'essaie pas de défendre Jeune Afrique, mais je vais donner quelques conseils. Alors, de toute façon, cela revient sur l'un des points dont nous avons parlé aujourd'hui. Il y a des critères qui sont définis, il y a des indicateurs qui sont définis, peut-être en termes de taille et bien d'autres critères, mais vous n'avez pas reconnu que vous avez besoin, à cet effet, de commencer par réexaminer ces indicateurs et les changer comme cela se doit pour être plus inclusif. Alors, cela ne s'applique pas seulement à ce classement dont vous venez de parler dans Jeune Afrique, ça doit s'appliquer à toutes les décisions que nous prenons une fois que nous reconnaissons que nous sommes dans un monde composé de 50% de femmes, une fois que nous reconnaissons qu'il y a eu cette frange de la population a été pendant longtemps sous-estimée, sous-représentée et que n'a pas été valorisée et ce qui est très important, mal desservi pendant des générations. Il nous faut alors commencer par intégrer les critères qui vont nous aider à nous assurer qu'en fin de compte, nous puissions avoir les critères d'inclusivité. On ne compare pas, eh bien, il faut comparer deux choses comparables. Alors, c'est très important. Je veux croire que non seulement Jeune Afrique, mais toute autre personne qui a une opportunité de faire de tels classements puisse commencer par comprendre ces facteurs. Je sais que nous avons le groupe comme le WAPIO qui définissent que vous ne pouvez pas, si vous avez plus de 40 ans, vous ne pouvez pas être membre, mais c'est 55 ans pour les femmes, parce qu'ils ont reconnu que les femmes n'ont pas ces avantages. Donc prendre tout cela ensemble et examiner cela, c'était pour moi un plaisir de modérer ce panel. J'ai eu le groupe le plus merveilleux que quiconque pourrait imaginer avoir. J'aurais bien voulu continuer encore cette discussion. Nous allons maintenant en mode de mise en œuvre. Madame Aouchika, merci beaucoup. Greg, merci beaucoup Valérie.
Merci Harry Paul Harry, merci beaucoup. Et Ola Subomi, aussi Bodou, merci pour cette grande communication d'experts. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci beaucoup.